Tout le monde a besoin de dormir et nous passons près d'un tiers de notre temps à dormir, de notre vie même à dormir. Alors si on prive les animaux de sommeil, eh bien ils meurent. Alors si on diminue finalement le sommeil pour les sportifs, est-ce qu'ils vont moins performer ? C'est ce qu'on va découvrir là dans notre causerie, l'expérience corporelle, notre causerie sport qui va être basée sur le sommeil. Bonjour à tous et soyez bien les bienvenus sur ces causeries du sport et nous entamons cette causerie sur un sujet qui nous tient à cœur quand on est sportif, on va dire récréatif ou sportif de haut niveau. Eh bien c'est le sommeil. Alors le sommeil, c'est tout un sujet très très important qu'on va voir. On va en parler en long et en large avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau quelqu'un qui est vraiment spécialiste du sommeil, Rémi Heurdiel. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence HDR et puis entre guillemets directeur du STAPS de l'Université Côte d'Opale. Votre sujet de prédilection, c'est le sommeil, c'est bien ça ? Exactement, ça fait une quinzaine d'années que je me suis intéressé et passionné, je dirais même, sur le sommeil, autour des sujets du sommeil, et en particulier chez les sportifs. Alors on ne va pas nous vous endormir, on va passer sur le sujet. Aujourd'hui, ça va être un sujet très très intéressant, notamment qui va parler du sommeil en général. Alors, on va regarder. Alors, vous êtes, finalement directeur du STAPS, mais votre sujet de recherche, il est basé sur le sommeil. On voit bien cette slide. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont vos éléments, enfin vos sujets de recherche, les thématiques de recherche et comment cette recherche a évolué ? Écoutez, alors la slide montre surtout un bateau en fait et l'environnement dans lequel j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire avec des marins en solitaire, puisque le sujet du sommeil, c'est un vrai sujet qui est lié à la performance et à la sécurité de ces sportifs-là. Donc il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là avec cette population. Puis après, au fur et à mesure, je me suis intéressé à d'autres sports et comment on pouvait se servir du sommeil pour pouvoir performer, pour pouvoir rester aussi dans de bonnes conditions de sécurité et de santé. Et enfin, un deuxième axe majeur de mon travail concerne l'utilisation de l'activité physique pour pouvoir aider les gens à mieux dormir. Oui, on va parler d'ailleurs parce qu'en fait, on parle souvent du sommeil comme quelque chose qui va accompagner les sportifs parce que, je vous rappelle, on est sur le sujet du sport, mais en fait, on n'en parle pas non plus de trop par rapport à cet aspect santé. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On voit que finalement, vous avez aussi des éléments de recherche avec pas mal de matériel, on l'a vu. Cette évolution technologique, elle a bien évolué. Maintenant, on arrive bien à analyser le sommeil finalement dans des conditions même extrêmes. Alors il y a certaines conditions dans lesquelles c'est plus facile que d'autres. Sur Terre, ça restera toujours quelque chose de faisable avec des technologies qui sont nouvelles ou pas forcément toutes nouvelles d'ailleurs, mais qui fonctionnent très bien. Sur un bateau, c'est déjà nettement plus compliqué. Et ici, vous avez l'exemple d'une photo où on essaye de calibrer en fait des appareils qu'on invente pour pouvoir aller mesurer le sommeil sur un bateau. C'est pas forcément très facile. C'est un gros challenge technologique et voilà. Donc c'est des études de terrain un peu 4x4 et qui sont passionnantes en fait à mener évidemment. On va débroussailler un petit peu justement et on va partir là sur finalement une slide qui va nous montrer les temps de sommeil en France. A priori, on nous dit qu'on aurait perdu 1 heure de sommeil depuis une quinzaine d'années. Est-ce que c'est vrai déjà ? Et notamment, on parle du temps de sommeil en France. Est-ce qu'on a perdu le sommeil ? Alors oui, une chose est sûre, c'est que en tout cas, on perd du sommeil au fur et à mesure du temps. Ça, c'est notre vie quotidienne et la manière dont on décide de vivre en fait qui nous fait perdre ça. L'arrivée de la lumière, d'Internet, des nouvelles technologies, effectivement, ça va de pair. En tout cas, c'est corrélé à un manque de sommeil, c'est-à-dire en gros une quantité de sommeil qui est inférieur à ce dont on aurait besoin en théorie.
Alors peut-être pas 1 heure de sommeil en 15 ans, néanmoins si on regarde ces figures qui sont projetées là, du coup on voit qu'en 10 ans on a perdu à n'importe quelle tranche d'âge à peu près une demi-heure de sommeil. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Et l'idée va être maintenant aussi de savoir comment on peut s'adapter à tout ça et comment on peut réguler tout ça parce que c'est un vrai sujet de santé publique. Le sommeil, en fait, il est important. On passe un tiers, on l'a évoqué, hein, à peu près un tiers de notre vie à dormir. C'est pas pour rien. Qu'est-ce qui nous permet? Ça nous permet de récupérer dans la nuit, c'est ça? Ça nous permet de quoi, en fait, finalement? Alors, même s'il y a un débat encore aussi dans la littérature scientifique sur les fonctions du sommeil, ce qu'on sait quand même maintenant de façon assez claire, c'est qu'il y a toutes les fonctions physiologiques en fait sont régulées en particulier dans le sommeil. Des fonctions hormonales, bien entendu, qui vont permettre de garder l'équilibre en fait entre les fonctions qui sont utilisées dans la journée et pendant notre période d'éveil et puis celles qu'on devra réutiliser éventuellement le lendemain. Donc on récupère, c'est ça qu'on appelle la récupération. Et puis on a aussi effectivement des fonctions neurologiques qui vont être importantes avec la reconstruction des réseaux de neurones, avec la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le développement aussi des réseaux de neurones qui vont être utilisés en fait dans notre vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les enfants doivent dormir beaucoup parce qu'ils sont dans des phases d'apprentissage où le développement en fait du cerveau est extrêmement important. Il faut prendre soin de ça. On parle d'horloge biologique, finalement de rythme circadien. On entend beaucoup finalement ces termes, mais on n'arrive pas forcément tout le temps à les comprendre. On a tous une horloge biologique personnelle, c'est ça? Oui, il y a deux sujets. Quand on parle de sommeil, il y a la quantité de sommeil, et là on vient d'en parler. Et puis il y a aussi la position de ce sommeil sur l'horloge en fait. Donc notre horloge biologique, elle tourne avec une rythmicité de 24 heures. Elle tourne sur 24 heures, principalement guidée par l'alternance jour-nuit. Donc tant qu'on ne change pas de fuseau horaire par exemple, du coup notre horloge biologique est relativement stable autour de 24 heures. Et donc si on dort la nuit et qu'on a bien positionner notre quantité de sommeil avec un sommeil nocturne, alors tout devrait mieux se passer que si on fait l'inverse et que finalement on crée un décalage. C'est-à-dire par exemple essayer de dormir le jour et de vivre la nuit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire et qui n'est pas en tout cas qui n'est pas bénéfique pour la santé et qui restera d'être délétère. Ouais, c'est des sujets finalement qui sont très très importants sur lesquels après on va finalement aller voir sur le côté sportif, sur la pratique sportive, parce qu'on est vraiment sur des causeries de l'expérience corporelle, de comment ça se passe pour le sportif récréatif ou le sportif de haut niveau. Mais là, en fait, on est d'un ordre général et il y a pas mal de mythes en fait qui sont donnés. Notamment, par exemple, on parle de la mélatonine comme l'hormone du sommeil, mais finalement, on parle aussi de jour-nuit, tout simplement. Oui, la mélatonine est une hormone qu'on appelle communément l'hormone du sommeil. Ça, c'est pour vulgariser en fait son action. Mais c'est vrai que la mélatonine est sécrétée dans la période nocturne. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il fasse noir qui permet au cerveau de sécréter la mélatonine. Cette mélatonine va engendrer un certain nombre de mécanismes qui sont liés à l'endormissement et au sommeil. Et voilà, donc dans la période diurne, dès qu'il va faire jour, la mélatonine, on arrête de la sécréter. Et c'est ça qui provoque un éveil en fait finalement naturel. Le matin, on se réveille assez naturellement. Donc c'est-à-dire si on a de la lumière le soir, on imagine que par exemple si on est dans un environnement sombre toute la journée et par exemple le soir on a beaucoup plus de lumière, le cerveau va être perturbé, c'est ça? Oui, alors c'est un poil plus compliqué que ça, c'est que le cerveau reçoit l'information d'un certain spectre de la lumière. Donc c'est pas la lumière de notre ampoule de cuisine qui pose problème, c'est effectivement une lumière qui serait plutôt bleue et qui peut poser problème. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche en fait généralement aux appareils électroniques, c'est de projeter en fait cette lumière bleue, ce qui pourrait à la fois retarder la sécrétion de cette mélatonine, à la fois éventuellement la diminuer, et ce qui pourrait donc théoriquement poser des problèmes d'endormissement et de sommeil chez les individus. À peu près, quand on va se coucher finalement le soir, on a de la fatigue, on y reviendra par rapport à la fatigue sportive aussi. Il y a une certaine fatigue. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est tout de suite dans un sommeil profond? Il y a plusieurs phases. On peut vite résumer en quelques mots comment ça se passe quand on va dormir, parce qu'on parle de sommeil profond, de sommeil paradoxal.
mais on ne sait pas forcément trop finalement quand est-ce qu'on est dans ces phases. Ouais, alors le sommeil normal de l'être humain, celui qu'on s'attend à observer, en tout cas chez un être humain en bonne santé, c'est un sommeil qui s'organise par cycle déjà. Donc c'est des 4 à 6 cycles de 1h30 à peu près, qui vont normalement faire 8 heures de sommeil, qui vont eux être découpés en stades de sommeil. Alors les stades de sommeil, c'est effectivement des états du cerveau qui vont changer, à la fois pour faire une sorte de nettoyage du cerveau, pour éliminer en fait un certain nombre de déchets qu'on a produits en fait par l'activité de nos neurones, et puis aussi pour le développement des réseaux de neurones dont je parlais tout à l'heure. Ces déchets, c'est ce qu'on appelle les protéines amyloïdes, c'est ça, non? Alors, il y en a un principalement qui va nous intéresser quand on parle de sommeil, c'est l'adénosine. L'adénosine qui est en fait issue de la dégradation de l'adénosine triphosphate, qui est en fait... Donc très important pour le sportif, c'est-à-dire quand il y a une grosse fatigue sportive, on en a plus peut-être, non? Alors effectivement, quand on fait de l'activité physique, du coup, on va quand même mobiliser un certain nombre, enfin beaucoup plus de neurones en théorie, et donc ces neurones qui vont utiliser cette énergie adénosine triphosphate, du coup, vont produire en théorie plus d'adénosine, qui eux vont venir redonner une information au cerveau qui va provoquer finalement un autre besoin de dormir à côté de la fonction de l'horloge biologique dont je parlais tout à l'heure et de la fonction de la mélatonine. Donc c'est deux choses qui vont venir se compléter pour pouvoir donner un sommeil de bonne qualité, qui vont pouvoir aussi par conséquence donner un éveil de bonne qualité si on a bien dormi. Ouais, donc on a un sommeil profond qui est très important en fait. C'est là vraiment on va se nettoyer, reconstituer vraiment au niveau du cerveau. Alors le sommeil profond aurait plus une fonction de nettoyage. Donc ça c'est effectivement dans la première partie de la nuit et dans les premiers stades de sommeil qu'on va connaître à chaque fois qu'on va aller dormir. Théoriquement on s'attend à trouver du sommeil à ondes lentes et un sommeil qui est plutôt on va dire profond. À la fin d'un cycle de sommeil, on passe toujours par une phase de sommeil paradoxal où là c'est un sommeil qui est associé au rêve et qui serait plutôt lié en fait aux fonctions des réseaux de neurones, un peu à la reconstruction. C'est ce qu'on appelle le REM, là, Rapid Eye Movement. Exactement. Ça, où il y a des mouvements. Voilà, c'est un sommeil dans lequel en fait c'est une partie du sommeil pendant laquelle en fait on va avoir un tonus musculaire extrêmement faible et des mouvements très caractéristiques des globes oculaires, donc des petits mouvements rapides. Et donc en fait on fait beaucoup de sommeil profond au début, du sommeil paradoxal, on peut même à la fin d'un cycle avoir des petits éveils et on va se succéder en fait un certain nombre de cycles. Au fur et à mesure que la nuit avance, on va avoir chez l'être humain en bonne santé en tout cas une dissipation, une disparition de ce sommeil très profond, un sommeil qui va devenir donc du coup plus léger, avec une augmentation du pourcentage de sommeil paradoxal. Et ça, c'est très caractéristique en fait d'un sommeil qu'on s'attend à trouver. Et après, on peut trouver malheureusement des perturbations de ce sommeil-là quand il y a des pathologies ou quand il y a aussi de fortes privations de sommeil. On en parlera. Ouais, donc on peut faire une nuit de 6 heures et très bien dormir et faire des nuits de 8 heures en dormant très mal. Exactement. Alors, on a l'habitude de dire que les petits dormeurs, il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs déjà, mais les petits dormeurs ont un sommeil qui est plus, je vais le dire simplement, mais qui est plus dense. C'est-à-dire qu'il est composé de peut-être un peu plus de sommeil profond, ce qui révèle en fait souvent quand même un besoin de dormir un peu plus important finalement. Alors après, voilà, c'est pas une science exacte. Le sommeil, c'est quand même très compliqué puisque chaque individu, et en fonction de ce qu'il a fait dans la journée et ce qu'il va avoir à faire le lendemain aussi d'ailleurs, va avoir un sommeil tout à fait particulier. Et chez un être humain, on peut enregistrer plusieurs nuits de suite et jamais trouver le même sommeil. On va en parler justement des êtres humains, puis des êtres humains qui font du sport. Alors effectivement, on est nous sur des causeries qui parlent de sport mais aussi de santé. Et on va parler aussi des impacts. Alors, vous nous avez proposé une petite slide, Rémi, sur les impacts du manque de sommeil qu'on va voir ici. Vous pouvez nous en dire un petit mot? C'est une recherche qui a été faite, assez récente, 2017. En anglais, vous pouvez nous préciser un peu, parce qu'il y a des impacts en fait du manque de sommeil sur peut-être certaines maladies ou des problèmes, on va dire. Alors c'est vrai que j'utilise souvent cette slide-là de James et collaborateurs parce que en fait elle révèle assez bien en fait le nombre de fonctions qui peuvent être impactées par le manque de sommeil.
et cette slide en fait est issue d'une revue de littérature qui est au sujet du travail posté. Donc on n'est pas forcément dans le cadre du sport, mais elle me semble bien révéler en fait les problématiques qu'on va retrouver chez des gens qui ne dorment pas suffisamment ou qui dorment mal. Et donc on a 4 grands pôles qu'on va remarquer qui vont être altérés par le manque de sommeil, qui vont être la santé cardiaque, donc tous les troubles cardiovasculaires qui vont être associés, la santé mentale, tous les effets gestion des émotions, le stress, et puis on va y ajouter aussi bien sûr la somnolence excessive, donc il y a un risque pour la sécurité aussi, donc de façon très aiguë, et puis des aspects métaboliques. On sait que par exemple des personnes qui ont tendance à moins bien dormir vont avoir peut-être une prise de poids plus facile par un déséquilibre en fait de certaines hormones de leptine, ghrelin qui sont les deux. C'est la ghrelin a priori Alors oui. la leptine est plutôt l'hormone en fait qui nous permet d'arrêter de manger, hein, l'hormone de la satiété, la ghrelin et l'hormone de l'appétit. Oui. Et en fait il y a un effet balance en fait entre ces deux hormones, et en fait cette balance elle est perturbée par le manque de sommeil, et donc on a des perturbations métaboliques, puis de tolérance au glucose, etc. Bon voilà, la prise de poids donc peut être lié au sommeil. Ça, c'est quand même un facteur important. Une partie de la prise de poids, aussi parce que lorsqu'on a remarqué que lorsqu'on manquait de sommeil, en fait, le type d'alimentation qu'on allait avoir, il était souvent plus riche, souvent de moins bonne qualité. Et c'est à la fois des problèmes hormonaux et des problèmes de comportement. Donc ça, c'est important. Et puis il y a un dernier pôle qui va être aussi lié aux défenses immunitaires, et c'est là sur cette slide les risques de cancer, hein, qui peuvent être associés, puisqu'on sait malheureusement que un certain nombre de personnes qui souffrent de manque de sommeil, bien du coup augmentent leur facteur de risque d'avoir des problématiques de cancer. Donc on voit bien le pouvoir de la nuit. Donc là c'est vraiment le thème de notre causerie, et finalement on est dans une société d'accélération. On a vu dans une causerie précédente où on accélère, on a toujours quelque chose à faire et on le reporte parfois au soir. Et notamment après, on se dit qu'on va se détendre et on va regarder des écrans bleus. Est-ce qu'on est vraiment dans cette thématique-là? Et on parle aussi bien des sportifs que de monsieur et madame tout le monde, mais notamment les sportifs aussi sont touchés par rapport à ça. Bien évidemment, les sportifs... quand même, le sportif a plutôt tendance à être un bon dormeur, hein. Un sportif jeune est un très bon dormeur en règle générale. Par contre, il y a un certain nombre de facteurs, hein, qui peuvent influencer. Je crois qu'on en parlera juste après. Mais on voit bien que ce qui est important de bien comprendre, c'est que le sommeil, c'est pas une variable d'ajustement, c'est un besoin vital. Et on voit que toutes les fonctions qu'on a présentées auparavant se dégradent. Et en fait... si on va trop loin en fait dans le manque de sommeil, que ce soit aigu ou chronique, mais on voit que ces fonctions-là vont être impactées, et que de toute façon, si on fait du sport, on a besoin d'être en parfaite santé. Un sportif se doit d'être en parfaite santé pour pouvoir performer, puisque c'est ça qu'il attend à la fin du compte. Alors on va venir sur le sport juste après. Une dernière petite question qui est liée en fait finalement. On parle aussi en ce moment de pas forcément faire la grasse matinée. C'est-à-dire que dès l'instant où on est réveillé, finalement, il faudrait se lever. Est-ce que c'est vérifiable, ça, dans la recherche scientifique sur le sommeil ? Alors, il y a du vrai et du faux. Je dirais qu'effectivement, il y a un côté très bénéfique de se lever lorsqu'on est réveillé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'effet délétère, hein, d'être vaseux, etc., comme parfois on se fait réveiller par notre réveil. Et ça, c'est pas tout le temps très agréable, ce qui peut nous provoquer en fait des moments peu sympathiques dans la matinée, voire même au cours de la journée. Ça s'appelle l'inertie de sommeil. Néanmoins, s'il manque de la quantité de sommeil, et que je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on se réveille naturellement toutes les nuits, et en particulier sur le matin, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on a eu notre compte de sommeil. C'est-à-dire que si on reste à faire la grasse matinée, du coup, on peut aussi se rendormir, et puis du coup, je dirais, créer de la recharge, hein, comme si on avait une batterie interne, et bien du coup, on a cette possibilité de continuer de charger un peu notre batterie. Ouais, on entend, parce que là, on est aussi sur une île où il y a le grand raid, et les personnes vont manquer de sommeil. Est-ce qu'on pourrait faire capitaliser finalement le sommeil? Est-ce qu'on pourrait vraiment, si on dort plus,
arriver avec un capital plus élevé? Alors, ce qui est important quand on va participer au Grand Raid ou même quand on est sportif et qu'on va participer à une compétition, c'est effectivement pour être en bon état de forme, eh bien, du coup, c'est d'essayer d'avoir sa batterie. Je vais utiliser cet exemple-là. Un bon exemple. Voilà, on doit avoir sa batterie le plus proche possible de 100%. Alors, comme notre batterie de téléphone, on ne peut pas avoir 105% de ça. Ça n'existe pas, ça. Donc, on a une capacité individuelle et on va chercher à avoir sa propre batterie vraiment pleine. Donc la grasse matinée peut tout à fait participer à ça. Et comme dans notre vie de tous les jours, on a plutôt tendance, on l'a montré tout à l'heure, à être privé de sommeil ou de façon chronique, c'est-à-dire du coup tous les jours il nous en manque un petit peu. Le fait de pouvoir faire des grasses matinées et tenter d'allonger en fait sa disponibilité, je dirais, pour du sommeil, c'est-à-dire en gros rester au lit beaucoup plus longtemps, eh bien du coup va nous permettre d'être le plus près possible des 100%. Et c'est ça qu'on va chercher à faire. On va continuer et justement voir le côté systémique du sommeil, notamment dans la pratique du sport. Alors vous nous avez proposé aussi une slide par rapport à cette systémique, une slide aussi d'une recherche récente. Vous allez nous dire et nous expliquer, 2021, on voit dans une revue scientifique quand même assez élevée d'un point de vue index. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette slide? Oui, alors déjà, je salue le travail de mes collègues, qui sont, c'est beaucoup de collègues en fait qui sont des spécialistes du sommeil et du sport, plutôt dans les sports collectifs, peut-être un petit peu moins extrême, mais c'est extrêmement intéressant. C'est un très beau travail qui explique que le sommeil peut être perturbé par des facteurs qui sont liés à l'activité physique, à la fois dans l'entraînement ou dans la caractéristique en fait aussi de l'activité physique ou de la compétition. Et puis après, il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont pas liés à l'activité physique, qui vont être liés par exemple à son environnement familial, à des aspects sociaux. Est-ce qu'on est jeune et qu'on fait des études? Est-ce qu'on travaille, etc. Et donc, et puis aussi un certain nombre de croyances. Voilà, donc c'est quand même beaucoup d'informations qui convient de prendre en compte à la fois chez les entraîneurs et à la fois chez les sportifs eux-mêmes, c'est-à-dire d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Les facteurs sportifs qui sont souvent quand même, je trouve, importants et qui mériteraient assez rapidement d'être pris en compte sont les charges d'entraînement, puisque en fait on a dit qu'il y avait un certain nombre de fonctions du sommeil, en particulier des balances hormonales, qui vont être perturbées par le manque de sommeil, et si on a des charges d'entraînement qui sont trop importantes, et bien du coup les hormones anabolisantes du type hormone de croissance, la GH, du coup elle n'est pas assez sécrétée, et du coup on a une reconstruction tissulaire en fait qui est trop faible, et ça risque d'amener à des blessures. Et souvent voilà, la charge d'entraînement est quand même associée, est quand même quelque chose qu'on doit vraiment, auquel on doit vraiment faire attention. Mais il y a énormément de paramètres, on le voit, donc là vous parlez de la charge d'entraînement, oui on le voit, et après les séances le soir par exemple d'intensité, l'alimentation le soir aussi, si elle est trop chargée, enfin il y a plein de paramètres aussi à maîtriser quand on est sportif. Tout à fait, donc là je peux les détailler, peux les détailler rapidement, mais c'est vrai qu'on a la charge d'entraînement, je viens d'en parler, qui est pour moi le principal, mais après on va avoir, si vous partez en compétition et que vous dormez à l'hôtel, c'est pas forcément évident pour tout le monde en fait d'aller dormir dans un endroit qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément ces repères, et beaucoup de gens ont besoin d'un certain nombre de repères. Si on a des entraînements qui peuvent arriver très tôt le matin ou très tard le soir, effectivement on va possiblement impacter la performance attendue et le sommeil associé. Effectivement, il y a aussi, lorsqu'on fait une compétition, qu'on se prépare pour une compétition, on n'oublie pas qu'il y a la veille de la compétition. Si c'est une compétition sur laquelle on a un objectif, par exemple, on peut avoir une sorte de stress qui nous empêche de dormir et qui va provoquer en fait une insomnie, qui peut donc proposer des perturbations cognitives principalement d'ailleurs. Si on a la réunion, mais si vous allez faire une compétition, un voyage. Ça perturbe aussi le jet lag. Exactement, c'est le jet lag, et donc là il va falloir aussi s'y adapter. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important. Et enfin les compétitions nocturnes, en particulier lorsque le football par exemple est souvent un sport qu'on pratique souvent
notamment le soir, en tout cas à haut niveau. Ça veut dire que les joueurs vont se déplacer, ils vont en Europe, en tout cas, ils vont se déplacer, ils vont revenir tard chez eux, etc. Quel est le comportement derrière qui va être nécessaire pour ne pas trop manquer de sommeil et pour ne pas se blesser. Mais, du coup, tout ça, c'est quelque chose, c'est des enjeux qui sont importants. On parlait de jet lag, on peut parler aussi rapidement, mais on le verra aussi dans une prochaine causerie sur l'état de vigilance. Mais la sieste peut être aussi un élément intéressant pour le sportif et notamment la durée de la sieste, elle est importante parce qu'on peut faire des grosses siestes qu'on appelle royales, on dit 1h30, mais la sieste normale qui va être aux alentours de 15-20 minutes, c'est ça? Oui, on a plusieurs types de siestes. Bon, la fonction de la sieste, c'est de récupérer finalement le manque de sommeil qu'on a perdu dans la période nocturne. On tentera toujours d'avoir le meilleur sommeil possible dans la partie nocturne, de manière à avoir une vie diurne de la meilleure qualité possible, et donc sans sieste. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se reposer, se relaxer à certains moments, mais en tout cas la sieste, c'est-à-dire vraiment lorsqu'on dort, c'est pour moi, en tout cas, quelque chose qui est issu du manque de sommeil. C'est un manque, il y a un manque, et donc on va chercher à le rattraper. Plusieurs types de configurations, plusieurs configurations. Si on manque beaucoup de sommeil, alors dans ce cas-là, il faut vraiment pouvoir chercher à récupérer en faisant attention de ne pas décaler en fait son endormissement du soir, parce que c'est un peu le risque. Si on dort trop dans la journée, on risque de ne plus avoir envie de dormir le soir, donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que celle qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle la power nap, la turbo sieste, la sieste flash. Il y a plein de noms. C'est la sieste 15-20 minutes qui, elle, va avoir vraiment un pouvoir de récupération qui est incroyable, et dont les marins savent très bien se servir, dont les trailers savent très bien se servir, et d'ailleurs aussi beaucoup de gens finalement dans la journée savent utiliser ça. Alors ça marche très très bien, mais c'est simplement pour moi une sorte de béquille, c'est-à-dire que du coup on doit pouvoir s'en servir quand on en a besoin. Mais attention, ça révèle aussi le manque de sommeil nocturne. On a une dernière diapo, là, vous pouvez nous expliquer un petit peu le social jet lag, donc cette diapo, parce qu'elle est intéressante par rapport à l'âge, en fait. On voit bien que, suivant l'âge, c'est ça Ouais, ce qui est intéressant dans le social jet lag, ou le jet lag social en français, c'est que on va avoir des comportements différents entre les jours où on travaille et les jours en fait où on est en repos. Vous prenez les jours de travail, on va plutôt avoir tendance à chercher à se coucher plus tôt, puisque le lendemain matin on se lève aussi plus tôt. Et puis dans le week-end, par exemple, on a une vie sociale, ce qui est tout à fait logique, normal et bénéfique. Où on va peut-être avoir des amis à manger, aller dîner à l'extérieur ou aller profiter d'une vie sociale à l'extérieur, et donc en fait on va reculer en fait à la fois son endormissement, l'heure de son endormissement, et à la fois aussi par conséquence l'heure de réveil. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça une nuit, 2 nuits, et puis comme on dit généralement qu'on a une journée égale 1 heure pour s'adapter, et bien pour le coup on va se retrouver le dimanche soir à avoir un endormissement qui est difficile, mais un lundi matin où on devra se lever pour aller au travail. Et c'est ça le jet lag social. C'est ça le jet lag social, c'est-à-dire que du coup on crée un décalage. Alors c'est comme si on faisait de la métropole à La Réunion. En fait, c'est comme si on venait passer un week-end à La Réunion alors qu'on habite en métropole. Et puis le lundi matin, il faut repartir en métropole. Donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas le lundi matin. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on n'aime souvent pas le dimanche soir et qu'on n'aime souvent pas le lundi matin. Parce qu'en fait, on sent bien qu'il y a eu un décalage. Et voilà. Et donc, il faut trouver le bon compromis entre sa vie sociale qui est vraiment très importante. Et je tiens à le dire, c'est pas d'avoir une vie tout le temps très rangée, très rythmée de la même manière. Mais par contre, il faut quand même qu'on fasse attention à ça. Et en tout cas, ça l'explique. Il nous reste un tout petit peu de temps. Une dernière question. On parle souvent finalement du sommeil du sportif pour qu'il puisse récupérer, mais aussi maintenant il y a pas mal de recherches qui se font du sens contraire, c'est-à-dire on propose du sport pour dormir à des personnes qui sont malades, c'est ça? Exactement. Alors ça c'est un deuxième axe de travail que je développe avec l'université du littoral Côte d'Opale. C'est que quand on se retrouve face à des gens qui ont des problèmes d'insomnie,
un des premiers gestes qui est proposé par un médecin, c'est souvent de donner un médicament qui va permettre de s'endormir. Nous, on est convaincus qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire, c'est d'utiliser l'activité physique correctement, à la fois dans les intensités, dans les durées, dans le type de pratique, l'engagement de la masse musculaire, etc. Et puis, on est convaincu que si on utilise correctement l'activité physique, et bien du coup, on peut se passer de médicaments, accompagné aussi d'un certain nombre de conseils qui vont parfois casser des croyances, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on développe. Et oui, je crois vraiment dans ce médicament, hein, le médicament sportif, le médicament d'activité physique. C'est même pas le sport, c'est l'activité physique. Le fait d'activer en fait son corps à certaines heures de la journée va permettre très clairement par réponse un peu réflexe, hein, de pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité derrière. Et ça fonctionne. Alors ce qui nous intéresse, c'est aussi de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. On va continuer dans d'autres causeries justement comment ça fonctionne. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette première causerie du sommeil. Je vous rappelle Rémi Ordiel, chercheur justement à l'Université Côte d'Opale, maître de conférence HDR, qui nous a offert cette première causerie sur le sommeil qu'on remercie. On se dit à très bientôt pour une prochaine Eric. causerie, notamment sur les conditions extrêmes et le sommeil. Merci beaucoup Eric. Thank you.